aujourd'hui, nous parlons alimentation de la personne âgée. On ne le sait pas forcément toujours, mais certaines carences alimentaires, lorsqu'elles sont observées chez les personnes d'un certain âge, peuvent entraîner des conséquences graves, voire aboutir à une issue fatale pour nos parents âgés, nos grands ou arrière-grands-parents. Alors, quels signes doivent nous alerter, nous l'entourage, la famille et les professionnels? Quels aliments, quelles préparations, quels menus, quels bons petits plats sont propres à nous permettre de bien vieillir? C'est quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités. Donc le docteur Lidvine Godard, qui est praticien hospitalier, gériatre au CHU de Fort-de-France, secrétaire général de la Société martiniquaise de gérontologie. Nous aborderons également les questions d'alimentation avec Madame Isabelle Linga, qui est diététicienne et nutritionniste. Bonjour. Et nous verrons également dans le cadre du service de portage de repas aux personnes âgées avec Madame Nathalie Palsi-Pavadé du Conseil général, quelles sont les règles pour ces professionnels à respecter et ce que l'entourage qui s'occupe des personnes âgées doit surveiller pour que tout se passe dans des bonnes conditions. Premièrement, donc, nous abordons avec le docteur Godard les troubles de l'alimentation chez la personne âgée. Alors, une personne âgée, tout comme presque un nourrisson, doit faire l'objet d'une alimentation particulière, parce qu'on a tendance effectivement à penser que lorsqu'on vieillit, d'ailleurs on a moins faim, donc on mange moins et on a sans doute moins de besoin de nutrition, de nutriments. Le sujet âgé, tout comme le jeune enfant, doit faire l'objet d'une surveillance particulière sur son alimentation. Comme vous le soulignez, de façon totalement naturelle, l'appétit va en diminuant avec l'âge, et tout particulièrement avec le grand âge, où les sujets âgés goûtent moins les aliments et sont moins stimulés à manger par leur organisme. Ils ont donc une tendance naturelle à se dénutrir, d'autant plus qu'ils ne s'arrêtent pas de manger du jour au lendemain. Ils diminuent progressivement leur quantité alimentaire, leurs apports sur plusieurs années et ont même tendance à sélectionner leur alimentation, à éliminer de leur alimentation des aliments qui sont particulièrement riches, particulièrement par exemple les apports protéiques vont être rapidement diminués chez le sujet âgé. On sait classiquement, pour avoir fait des études, qu'au fur et à mesure du temps, aux environs de 55-60 ans, les apports alimentaires vont diminuer chez tout le monde et le poids va diminuer aussi, bien sûr. Donc il est normal d'avoir un amaigrissement Alors il n'est pas normal, il est habituel, mais pas normal, parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que autant la personne jeune, quand elle va maigrir, elle va perdre, normalement si elle fait régime, et de la graisse, et du muscle, autant le sujet âgé, lui, ne va perdre que du muscle. Or, le muscle, c'est le garant de notre bien vieillir. On a besoin de garder une bonne masse musculaire, parce que c'est ce qui va permettre au sujet âgé de garder une marche qui soit performante, mais aussi de se défendre contre les infections. C'est aussi un facteur de bonne immunité. Donc ça veut dire qu'il faut accorder une importance particulière au poids des sujets âgés, les peser tous les mois, et s'assurer qu'ils ne perdent pas de poids et s'alerter dès qu'il y a une perte de poids. D'accord. Alors, quels sont les principaux troubles de l'alimentation chez la personne âgée? Outre l'anorexie progressive et naturelle, qui est donc augmentée par le fait de moins bien goûter les aliments, les sujets âgés peuvent avoir des pathologies qui les empêchent de se nourrir correctement. On sait par exemple qu'un certain nombre de sujets qui vont présenter des maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, un accident vasculaire cérébral, vont nettement moins bien avaler. Et comme ils avalent moins bien et qu'ils le sentent, la plupart du temps, ils vont réduire leur apport alimentaire, ou ils ne le sentent pas, ils vont faire des troubles de la déglutition, avec des risques en fait de voir arriver les aliments non pas dans l'estomac comme il est naturel, mais dans les poumons, et d'avoir derrière ça des infections qui se développent. Outre ça, ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que le sujet âgé est beaucoup moins valide, beaucoup moins mobile quand il prend de l'âge, et donc son accès à l'alimentation est largement diminué.
Une personne âgée, quand elle devient dépendante, sa motricité est moins fluide, sa vitesse de marche est ralentie, ne va plus rejoindre le garde-manger, le frigo de la même façon, et encore moins évidemment le supermarché ou le petit magasin du coin. Alors, quelles sont, vous avez évoqué en gros les conséquences de ces pathologies. Donc, quelles sont, en résumé, les conséquences de cette anorexie naturelle, de cette dénutrition? Alors, la première conséquence, quand je vous l'ai dit, c'est sur la masse musculaire. La masse musculaire va diminuer et donc le sujet âgé va voir ses performances de déplacement diminuer aussi. Il va marcher moins vite, il va moins bien être équilibré et donc il va chuter. Or, les chutes ont des conséquences dramatiques puisque si la plupart du temps ça se solde par quelques hématomes, on peut aussi avoir des fractures du col du fémur. On a quand même un quart des patients qui ont une fracture du col du fémur qui vont décéder dans l'année. Donc on est sur des conséquences tout à fait effrayantes. Donc ça c'est la première. On sait aussi que quand les sujets âgés commencent à se dénutrir, leur système immunitaire est beaucoup moins performant. Ils se défendent moins bien contre les infections. Ils vont donc faire plus d'infections et répondent beaucoup moins bien au traitement. Il faut imaginer que les protéines dans notre sang sont des grands transporteurs. Ce sont des camions transporteurs des médicaments. Si on a moins de protéines, eh bien on transporte moins bien notamment les antibiotiques. Et vous avez beau recevoir le bon traitement, vous n'y réagissez pas forcément bien. C'est vrai pour toute une autre série de médicaments qui sont aussi transportés par les protéines. Par exemple, les fameux anticoagulants, ces médicaments qu'on donne pour rendre le sang liquide, quand on a fait une phlébite par exemple, quand on a fait une embolie pulmonaire ou quand on a un trouble du rythme cardiaque, ce sont des médicaments très fortement liés aux protéines et donc ces médicaments vont se déséquilibrer dans le sang et à leur tour entraîner des effets indésirables parce qu'ils sont moins bien portés par les protéines. Donc une masse musculaire qui se dégrade, un système immunitaire déficitaire, y a-t-il d'autres conséquences? Alors en fait on sait que dans les suites de la dénutrition vont survenir toute une série d'effets indésirables, parmi lesquels par exemple chez les sujets âgés alités, les escarres. Ces plaies qui sont dues au fait d'être alitées, de ne plus pouvoir se mobiliser, qui apparaissent très vite. Les familles sont parfois extrêmement surprises. Il faut moins d'une demi-heure pour faire une escarre sur un plan dur quand on est dénutri. Donc, et nous n'en faisons pas parce que toutes les 10 minutes, nous bougeons, nous nous déplaçons et nous diminuons les points de pression sur notre peau. Les sujets âgés qui sont grabataires, par exemple, n'ont plus cette possibilité-là. Et quand ils sont dénutris, ils font beaucoup plus facilement les escarres et ils ne les cicatrisent pas. Parce que pour cicatriser, pour reconstruire, il faut des briques. Et quand on n'a pas de protéines, il n'y a pas de briques, donc on ne reconstruit plus. Donc on voit effectivement des conséquences assez sérieuses, même très sérieuses chez la personne âgée. Est-ce que, tout à l'heure j'ai parlé d'issue fatale, est-ce que effectivement la dénutrition peut conduire au décès de la personne qui en souffre? Alors la dénutrition peut conduire par ses conséquences au décès, sachant que c'est sûr que dans nos civilisations on ne meurt pas de faim. Bien sûr. On meurt des conséquences d'une dénutrition chronique qui se développe sur plusieurs années et qui est extrêmement perverse parce qu'elle se développe à bas bruit. Personne ne peut le voir s'il n'y a pas de prélèvement fait au niveau sanguin ou si les personnes ne sont pas pesées. Alors c'est vrai qu'au bout du bout, eh bien, quand les sujets âgés ont des escarres, sont grabataires, font des pneumonies à répétition, ne sont plus en capacité d'assumer leurs besoins de base, se lever, se laver, s'habiller, se nourrir, ça entraîne le décès tout doucement, les gens mourant des conséquences de la dénutrition, à savoir les infections, les décompensations d'organes et pas de la dénutrition en tant que telle. D'accord, donc des mesures de prévention à prendre, bien sûr. Quels sont les symptômes qui doivent alerter la personne elle-même, mais bien souvent l'entourage, puisque en général, quand la personne âgée n'a pas faim, n'a pas envie de manger, il est quand même assez difficile de la forcer à manger. Mais à quel moment l'entourage doit-il s'inquiéter au vu de certains signes? Alors, quels sont les symptômes? Un chiffre, on sait qu'à domicile, une personne sur 3 de plus de 75 ans est dénutrie. Donc il faut s'alerter vite. Il faut faire le point rapidement chez tous les sujets âgés. Je dirais que tout sujet âgé est à risque à un moment ou à un autre de son grand âge d'être dénutri. Les signes qui doivent inquiéter l'entourage, c'est la perte de poids. Donc il faut peser les sujets âgés, ce qui n'est pas une habitude. Quand vous demandez son poids à un sujet âgé, il vous donne le poids qu'il avait à 45 ans. Il ne vous donne pas le poids qu'il a à 82 ans. Donc il faut les peser. Il faut les peser tous les mois.
Tous les mois. Tous Donc les mois. mensuellement, il faut le peser. Si le sujet est suivi médicalement, on peut demander en cabinet médical une pesée, ou alors à l'infirmière qui passe à domicile de peser le sujet âgé. Donc ça, c'est effectivement une mesure de prévention. Tout à fait. Il faut s'inquiéter de la nutrition d'un sujet âgé dès qu'il est confronté à un phénomène aigu, qu'il soit médical ou psychologique. Un deuil, un changement d'habitat, le départ pour la France métropolitaine d'un de ses proches, ou bien une maladie, une grippe, une décompensation cardiaque, une hospitalisation. Dans ces moments-là, il faut être particulièrement attentif parce que ce sont des moments particulièrement critiques dans la vie du sujet âgé où l'alimentation va rapidement être moins bonne et ça ne se verra pas forcément dans la situation aiguë, on n'y pensera pas forcément. Et puis, sinon, dans toutes les situations où le sujet présente une fatigue inhabituelle ou même un moral qui est moins bon, une humeur qui est plus triste, à ce moment-là, il faut penser à son alimentation. Ces sujets-là sont à risque. D'accord. Donc, dès qu'il y a un événement particulier dans la vie d'une personne âgée qui semblerait, un événement qui semblerait anodin pour tout un chacun, pour un adulte, même d'âge mûr, tout événement particulier doit alerter l'entourage sur les risques de dénutrition. Voilà, ils doivent être à ce moment-là beaucoup plus attentifs. D'accord, très bien. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on suspecte ou qu'on a détecté des signes de dénutrition chez la personne âgée, quelles sont les mesures à prendre? Alors la première chose, c'est de savoir si on a raison de s'inquiéter. Donc il faut pour ça faire un diagnostic de dénutrition. C'est souvent le médecin généraliste qui va le faire, un médecin gériatre à l'occasion d'une hospitalisation, par exemple, ou bien un autre intervenant paramédical. Il faut rendre hommage quand même aux infirmières libérales qui rendent de nombreux services à ce niveau-là et qui sont souvent, qui ont un regard extrêmement affûté. Qui voit quand même le patient quasiment, enfin à partir d'un certain âge, quasiment au quotidien. Exactement. Et donc qui ont la possibilité effectivement avec leur œil de professionnel de détecter ces symptômes. Donc il y a l'objet de faire, enfin c'est le moment de faire une prise de sang. En fait, la dénutrition se diagnostique aussi à l'aide d'une prise de sang où on dose quelque chose d'extrêmement simple qui s'appelle l'albumine. C'est une protéine, c'est une des plus grosses protéines circulantes dans le sang et on a des tables très claires sur le taux d'albumine que vous, moi, les sujets âgés doivent avoir en fonction du sexe et de l'âge. C'est faisable dans n'importe quel laboratoire sur notre département, un résultat qu'on obtient en quelques jours et qui complète à la fois l'interrogatoire du sujet âgé et de sa famille et la courbe de poids qui reste quand même un élément extrêmement facile à obtenir. D'accord. Donc, une fois effectivement le diagnostic posé, est-ce qu'il existe des traitements particuliers pour renutrir la personne qui souffrirait de dénutrition? Alors, une fois le diagnostic posé, je dirais qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est pourquoi la personne est dénutrie? Parce que ce n'est pas tellement la peine de mettre en place une stratégie de renutrition si derrière on laisse la cause. Absolument. Et il y a une cause habituellement. Il y a même habituellement chez le sujet âgé une multitude de petites causes qui s'additionnent et qui créent le problème. Et la deuxième question à se poser, c'est comment est-ce que je vais aider ce sujet âgé? Alors là, la première chose, c'est l'alimentation. Jouer sur l'alimentation plaisir, une alimentation riche, mais ça notre diététicienne en parlera beaucoup mieux que moi. Et deuxièmement, les compléments nutritionnels, on peut faire tomber aujourd'hui le mythe du médicament qui va nous rendre de l'appétit, qui va nous rendre des forces, ça n'existe pas, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament. Je suis désolée pour nos téléspectateurs. Ni de recettes de grand-mère. Des recettes, une multitude, mais je crains que l'atoumou ne suffise pas et que toutes les plantes et tout ce qu'on peut donner, il faudra être plus, on va dire, plus complexant dans notre prise en soin. Donc les compléments nutritionnels existent, ils sont utiles, ils sont sous forme de repas, de compotes, de crèmes, de boissons lactées, de jus, des goûts multiples et variés. Qu'on trouve en pharmacie, en grande surface. En pharmacie sur prescription. Moi, personnellement, je ne connais que ceux de la pharmacie. Peut-être existe-t-il des choses en grande surface
surface mais que je n'utilise pas. Donc c'est sur prescription médicale? C'est sur prescription parce que le remboursement en fait nécessite pour le sujet de rentrer dans certains critères et c'est bien aussi parce que ça impose un suivi médical qui va nous permettre de savoir si notre stratégie est efficace ou pas. Donc c'est intéressant que ce soit sur prescription médicale pour ça. Et les compléments nutritionnels, comme leur nom le dit bien, sont des compléments. Ils ne doivent en aucun cas remplacer le repas. Ils doivent être pris en dehors des repas ou éventuellement comme dessert si la diététicienne ne me fusille pas du regard au moment où je dis ça. Mais en tout cas, de préférence comme un 4 heures ou un 10 heures, à distance des repas pour ne pas couper l'appétit au sujet âgé et il représente en fait une charge calorique supplémentaire, une charge protéique supplémentaire qui permet de compléter l'alimentation. Est-ce que à la place ou à côté des compléments alimentaires et en dehors des repas, on peut laisser libre cours au grignotage? On peut laisser libre cours au grignotage à condition que le grignotage n'empêche pas le repas. D'accord, très bien. On sait que les personnes âgées aiment beaucoup de sucre. Les personnes âgées, un petit gâteau. Elles aiment ça, c'est aussi parce que leur papille gustative goûte beaucoup mieux le sucré, et c'est pour ça qu'elles aiment ça. Nous, en tant que gériatres, nous n'imposons aucun régime restrictif au sujet âgé, sauf conditions particulières. Ça peut arriver, mais en règle générale, il n'y a pas de régime restrictif. Que l'on soit diabétique, hypertendu, il n'y a pas de régime restrictif en tant que tel. Le grignotage c'est-à-dire que on n'est pas tenu, ou vous ne recommandez pas de suivre un régime pour une personne âgée, même si elle est diabétique ou hypertendue ou souffrant de troubles divers? Pas le régime restrictif comme on peut l'entendre chez la personne de 45-50 ans. On n'est pas dans le même profil. On a face à nous quelqu'un qui a un tout autre appétit, quelqu'un qui doit être stimulé différemment pour manger. Et on sait que les régimes restrictifs sont anorexigènes. Ils créent de l'anorexie, ils créent de la dénutrition chez le sujet âgé. Ce qui n'est pas le cas chez le sujet jeune. Donc, non, pas de régime restrictif. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut laisser la dame de 87 ans se gaver de biscuits sucrés du matin jusqu'au soir? Non, évidemment. Mais néanmoins, aucune raison de l'empêcher de prendre son morceau de Robinson, aucune raison de l'empêcher de prendre sa petite crème, ce qu'elle aime. Il n'y a aucune raison d'être à ce point rigide sur les régimes. Je pense que notre diététicienne nous le confirmera. Il ne mange jamais des quantités astronomiques. Oui, tout à fait. Et c'est certainement la première prévention contre la dénutrition, de ne pas faire de régime. Ne pas faire de régime. Bien, bah écoutez, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, j'espère que vous avez pris note des différents conseils que le docteur Godard a pu transmettre à travers cette petite conversation. Nous les rappellerons sur la page Facebook de Mahogany, dont je vous communiquerai les coordonnées en fin d'émission. Nous allons diffuser, nous avons suivi cette semaine Maurice qui est un monsieur d'un peu plus de 70 ans, on va dire ça, on va garder ce souci de coquetterie, qui allait faire son marché, donc lui qui s'alimente normalement, qui est chez lui, qui est valide, qui fait son marché, qui cuisine. Donc nous allons le suivre au marché de Fort-de-France et nous vous demanderons à vous votre avis, docteur Godard, ainsi qu'à Madame Linga, excusez-moi, la diététicienne, pour savoir si Maurice a tout bon. Alors je vois que vous êtes en train de faire votre marché. Qu'est-ce que vous avez choisi de bon? Là, j'ai choisi mes salades, la tomate, concombre. Je vais prendre un paquet de radis. Vous faites toujours votre marché, vos courses sur le marché? Toujours je fais mon marché ici parce que déjà pour le contact avec les vendeuses, c'est très intéressant. On rencontre du monde, on échange et puis c'est toujours agréable d'être ici, on a tout sous la main. D'accord, ok. Donc je vous laisse choisir toujours. Donc là je vais prendre des féculents, patates douces. Oui, patates douces. Oui. Je vois qu'elle a des fruits à pain, je vais prendre ça aussi. Je vais prendre un fruit à pain. Alors, mais qu'est-ce qui cuisine tout ça pour... Alors, je me permets de te tutoyer, Maurice. Oui. Qu'est-ce qui cuisine tout ça pour toi, Maurice? Ah ben, moi-même. Hein. Oh là là. Ouais. Je crois qu'on va s'inviter, hein?
Moi-même, les fruits à pain, je cuis ça avec du bois d'Inde, comme si c'était un blaf. Je fais cuire avec du bois d'Inde, de l'oignon, comme si c'était un blaf que je préparais, quoi. Je prépare tout l'ensemble. Ça a un très bon goût. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu t'organises au niveau de ton alimentation? Donc, mon alimentation est très simple, hein. Le matin, j'achète toujours de la salade. J'ai toujours de la salade régulièrement. Je prépare une salade le matin avec la laitue, des tomates, des carottes, un peu, et ensuite des sardines, du pain, du beurre, de la confiture et du jus frais que je prépare moi-même. Donc, comme j'achète des fruits, toujours des fruits, donc j'ai tous les jours, je fais un jus d'orange, je fais un multifruit avec du melon, les papayes, enfin tout l'ensemble des fruits mélangés, et puis pour pouvoir faire un peu plus, que le jus soit moins onctueux, je mélange au jus d'orange. Je mets un peu de jus d'orange dedans et à ce moment-là, je bois tout ça le matin. Chaque matin, je prends un grand verre de jus d'orange. Alors pourquoi tu as décidé de t'alimenter de la sorte? Ah ben, depuis chez ma mère adoptive, on avait commencé comme ça. Et puis depuis, on a continué. J'ai toujours continué de la même façon. Ouais, ben moi, je pense que je vais laisser tomber les céréales et puis je vais adopter ce petit déjeuner. Les céréales aussi le matin. Hein. Après avoir ingurgité toute ma salade et tout le reste, la fin de mon repas, c'est un yaourt avec des céréales et du jus, et le jus frais après. Ouais. Mais quand tu as mangé ça, tu manges ça à quelle heure le matin? Ah ben, ma dernière bouchée était aux environs de 7 heures. D'accord. Je commence à manger dès 6h30. Je commence à manger 7h, 7h15, j'ai terminé. Et quand tu as mangé tout ça, tu tiens pour la journée là? Je suis là pour jusqu'à 13h maximum. Oui, Madame Linga, est-ce que Maurice est un bon élève en matière d'alimentation? Alors, je suis surprise par la variété effectivement de son alimentation, la variété et la richesse tant au niveau des goûts effectivement que des saveurs. Je trouve aussi qu'il a des connaissances en fait, parce qu'il nous parle effectivement de légumes, de féculents, chose que les grandes personnes ont du mal aussi à différencier parfois. Un légume pays, parfois ça reste dans la catégorie des légumes verts, ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément toujours exact. Mais en fait, c'est vrai que bon, il est assez organisé, il prend son petit déjeuner, son déjeuner. Apparemment, il n'a pas parlé du dîner, mais j'imagine qu'il fait un souper. Ça aurait été intéressant de voir un petit peu ce qu'il prend à ce moment-là. Je trouve que son petit déjeuner est intéressant. D'accord. Bah, écoutez, on va reparler un petit peu plus tard donc, de l'organisation de l'alimentation. Vous êtes diététicienne, nutritionniste. Alors, oui, quelle est, s'il y a une différence, la différence entre les deux, et éventuellement, quelle est votre mission et votre rôle auprès des personnes qui vous consultent? D'accord. Parce que vous exercez en libéral essentiellement, voilà. Donc, effectivement, le titre de diététicien, c'est déjà un titre qui est protégé par le Code de la santé publique. Et ensuite, le titre de nutritionniste n'est pas clairement défini aux yeux du Code de la santé publique. Donc, c'est vrai que j'ai un BTS en diététique. Ensuite, effectivement, on peut rencontrer plusieurs catégories, je dirais, de nutritionnistes, donc des médecins nutritionnistes, ou encore des personnes qui ont simplement la qualification de nutritionniste, mais n'ayant pas effectivement le titre de médecin, je dirais, ce n'est pas forcément reconnu dans le Code de la santé publique. Donc c'est juste un petit jeu de mots, je dirais. L'objectif, c'est qu'on fasse un petit peu tout le même travail, tant au niveau effectivement de la prévention qu'après en termes de curatif, de tout ce qui tourne au niveau de l'alimentation, que ce soit l'alimentation du bien portant,
que à tout âge de la vie, de l'enfant à la personne enceinte, au sportif, à la personne âgée, qu'effectivement auprès des personnes qui ont besoin d'une alimentation spécifique, comme par exemple les diabétiques ou les hypertendus, les personnes qui ont également de l'hypercholestérolémie, ou encore des problèmes de constipation, de transit, etc. Donc c'est vrai que c'est une tâche assez variée. Voilà, donc j'exerce essentiellement en libéral. Et vous avez une collaboration et j'ai avec... des vacations dans une maison de retraite. Et puis je travaille également en tant que consultante dans des associations justement pour le portage de repas à domicile. Donc c'est une coïncidence, mais... D'accord, très bien. C'est ce qui vous rend donc particulièrement intéressante dans le thème que nous traitons aujourd'hui. Docteur Godard, est-ce que vous collaborez, vous, dans le cadre de votre service au CHU, avec des diététiciennes? On a une diététicienne qui est rattachée au service, qui passe fréquemment nous voir. Elle passe de façon régulière et sur demande. Et c'est vrai que c'est un apport précieux parce que c'est quelqu'un qui a d'abord une vision non tout à fait différente de la nôtre, plus médicale, mais à la fois du quotidien qui est très intéressante. Et puis, elle peut comme ça discuter ou avec le sujet âgé ou avec sa famille ou avec les deux, du retour à domicile et de comment on peut faire pour améliorer les choses quand on rentre à domicile. C'est quasiment, je dirais aujourd'hui, impossible de se passer de ce type de partenariat. Très bien. Alors, Madame Lingat, quelles sont les particularités du régime? Enfin, je ne veux pas employer régime pour éviter toute confusion, mais quelles sont les particularités de l'alimentation de la personne âgée? Alors les particularités, je crois que ça doit rester avant toute chose une alimentation équilibrée, variée, qui soit adaptée à la fois au goût, je dirais, de la personne. C'est important de respecter effectivement le goût culinaire de ce public-là, afin justement d'éviter une anorexie éventuelle. Donc c'est les laisser un petit peu, on parlait des produits sucrés tout à l'heure, mais les laisser choisir quand même leur alimentation avec toutes les familles aussi alimentaires, que ce soit la famille des viandes, poissons, œufs qui vont apporter les protéines, la famille des féculents, la famille des fruits et légumes verts, la famille des matières grasses, la famille des produits sucrés également, et la famille des boissons. Il me semble que j'ai rien oublié. Voilà. Donc veillez à avoir un apport nutritionnel assez varié, avec une texture éventuellement adaptée, puisqu'il y a des personnes qui ont des troubles, je dirais, des difficultés masticatoires. Donc ça, c'est important d'adapter aussi la texture à ces troubles-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, et l'autre point également, on n'en a pas encore parlé, mais c'est la déshydratation. Effectivement, ça me semble à la fois important de surveiller à la fois l'apport en protéines et l'apport hydrique. Ça, je crois que c'est primordial. Vraiment, si on doit retenir deux choses à surveiller, c'est ça. Alors, il est d'usage, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à son alimentation, d'évaluer ses apports alimentaires en termes de calories, de nombre de calories. Est-ce que chez le sujet âgé, on dit, on sait plus ou moins que chez un sujet adulte, féminin ou masculin, on connaît un petit peu les normes que vous pouvez rappeler? Alors les normes, effectivement, pour une personne adulte, pour une femme, c'est entre 1800 et 2000 calories, et chez un homme, ça sera un peu plus important, 2000, 2300. Alors cet apport est une moyenne parce que ça varie effectivement en fonction du sexe, de l'activité physique, de la taille de la personne, du métabolisme, etc. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Alors actuellement, la personne âgée, franchement, on ne calcule plus les calories. C'est fini. Mais on peut à la louche. Comment ça? Pour un homme, 2000 calories, pour une femme, 1800. Mais même, je dirais que on fait une enquête alimentaire, on voit à peu près si effectivement ça répond aux besoins alimentaires ou pas. On n'est plus à calculer au gramme, au kilojoule près ou au kilocalorie près le nombre, effectivement, l'énergie nécessaire pour la personne. Je suppose qu'il faut au moins manger à sa faim. Est-ce qu'il y a une relation, et je poserai également la question au docteur Godard, est-ce qu'il y a une relation entre le fait d'avoir le sentiment de manger à sa faim, à satiété,
et d'avoir une alimentation suffisante en termes d'apport protéinique et également en termes d'hydratation. Alors effectivement, il y a, le docteur Godard en parlait tout à l'heure, c'est l'anorexie. Donc effectivement, il y a une diminution de l'appétit et le sujet a l'impression d'avoir mangé à satiété. Effectivement, il va peut-être réduire sur ses quantités et penser que ça lui convient, que ça lui suffit. Or, ça peut ne pas être le cas, effectivement, s'il y a une réduction trop importante. Et je crois que le sujet ne se rend pas compte, effectivement, de cette diminution, puisqu'elle est progressive au fil du temps. Elle ne s'installe pas, en général, brutalement du jour au lendemain, sauf s'il y a effectivement une infection, une maladie particulière, un choc particulier, effectivement. Mais voilà, l'important, c'est qu'il y ait une surveillance qui soit faite. Et la première surveillance, je crois que c'est au niveau de la famille. Certainement. Et s'alerter effectivement, voilà, dès que le sujet ne mange plus, si ça dure 2, 3, 4, 5 jours, s'alerter et puis passer la main au médecin, je pense. C'est vrai que on a souvent l'habitude, on s'habitue au fait que la personne âgée mange moins et moins d'appétit, mange moins, et on hésite parfois à la forcer. Est-ce qu'on doit forcer, si on a le sentiment que cette personne ne s'alimente pas assez bien, si elle n'a pas un apport suffisant, faut-il forcer les personnes à manger? C'est difficile, ça paraît difficile. On ne peut pas forcer quelqu'un à manger, on peut mettre en place d'autres stratégies pour faire manger quelqu'un. La première chose, c'est que manger, ça doit être un plaisir. C'est un plaisir quand on est en compagnie, quand tout le monde partage le même repas, quand le repas qui est sur la table est joli à voir. On sait qu'on mange beaucoup mieux dans une assiette que dans une barquette. Vous ne goûterez pas avec le même plaisir votre champagne s'il est dans un verre en plastique ou s'il est dans une belle flûte. Eh ben, c'est pareil pour le sujet âgé qui mange. Quand il a une belle table, une belle assiette avec des aliments qui ont des belles couleurs, enfin des choses appétissantes, il mange beaucoup mieux. Donc forcer, on ne peut pas. D'abord, on ne peut pas contraindre les gens. Les personnes âgées sont avant tout des adultes, autonomes, indépendants pour la plupart d'entre eux. Mais on peut en tout cas se dire qu'il faut peut-être faire autre chose, proposer d'autres aliments à d'autres moments, varier les plaisirs. On sait par exemple qu'avec les sujets qui ont des altérations des fonctions cognitives, comme les malades qui ont une maladie d'Alzheimer, ils ont beaucoup de mal à rester assis à table pour manger. Rien ne contre-indique qu'ils mangent debout. Ils peuvent manger debout, tourner autour de la table, partir avec ceux-là, ils peuvent partir avec un morceau de pizza, un morceau de pain avec du jambon dedans. Enfin, vous voyez, on peut mettre en place des stratégies. Alors, Madame Linga, rendre l'alimentation appétissante, je suppose que ça rentre aussi dans... oui, tout à fait. Dans les propositions que vous pouvez faire. Donc, alors, les règles de l'alimentation de base, donc vous avez rappelé tout à l'heure, 3 repas par jour. Alors, 3 repas par jour et des collations. Et des collations. Ça peut être une collation le matin et l'après-midi. Alors, le tout, c'est de proposer, de stimuler, je dirais, la personne. Donc, effectivement, c'est manger à table, en compagnie, quand c'est possible. On sait qu'il y a quand même des personnes aussi qui sont isolées, malheureusement. C'est proposer aussi des plats qui, visuellement, seront attractifs, dégageront une odeur qui vont provoquer un petit peu d'envie, de salivation. Des plats aussi appréciés par la personne. Si on propose effectivement un plat qui n'attire pas ou qui est inconnu finalement du registre culinaire de la personne, il y aura sûrement un refus. Ce sont des personnes qui sont très attachées en fait à leur alimentation de toujours, donc c'est difficile de bouleverser un petit peu leurs habitudes alimentaires aussi. Et c'est donner du goût. Tout simplement renforcer, puisqu'effectivement il y a une petite perte au niveau du goût, renforcer en épices. Les papilles vieillissent. Les papilles vieillissent, renforcer en épices, voilà que le plat soit goûteux, effectivement. Ne pas supprimer non plus le sel, même si c'est une personne hyper tendue, il faut garder un petit peu de sel, parce qu'effectivement le sel stimule aussi l'appétit. Et puis après, je dirais, voilà, mettre en valeur les aliments aussi. Quelle que soit la texture du repas, c'est arriver à mettre en valeur pour rendre les choses le plus attrayantes possible. Et je dirais que c'est stimuler vraiment la personne aussi, être là avec elle, l'accompagner, lui proposer, lui reproposer, sans la forcer bien entendu. Y a-t-il des aliments à privilégier ou au contraire des aliments à écarter? Non. Privilégié, comme je le disais tout à l'heure, il faut veiller à ce que toutes les familles d'aliments soient présentes. Donc on rappelle ces familles d'aliments. Donc il y en a 7 au tout. Donc les féculents qui vont fournir une énergie
qui va être libéré sur plusieurs heures. Les fruits et les légumes verts, donc on a vu dans le reportage que Maurice en était friand, c'est très très bien. Donc il va apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, qui vont apporter également de l'eau. On a également la famille des matières grasses, qui sont vraiment aussi indispensables. Quand vous parlez de matières grasses, vous parlez de quoi? De l'huile, le beurre, la crème d'huile, fraîche, tout à fait. Ouais. Voilà, des petites substances qui vont aussi permettre de donner un peu d'onctuosité au plat et qui vont permettre justement d'enrichir aussi en calories un petit peu. On a la famille des produits laitiers, que j'ai oublié tout à l'heure d'ailleurs, qui vont apporter un petit peu de protéines aussi et du calcium aussi. Donc c'est indispensable. Et qui vont être riches en eau aussi. Il arrive qu'en vieillissant, on développe une allergie ou en tout cas une intolérance aux produits laitiers. Oui, c'est général. Est-ce qu'il faut absolument est-ce qu'il faut absolument que les personnes âgées mangent des produits laitiers? Si elles n'aiment pas, qu'est-ce qu'on privilégie? Il y a l'intolérance et il y a le goût après. Alors le goût, il faut le respecter, je dirais. On est un petit peu, chacun on a nos goûts, nos aversions également, donc ça c'est une première chose à respecter. Quand il s'agit d'intolérance, on sait très souvent que c'est le lait qui est en cause, donc on peut proposer un lait à ce moment-là sans lactose, ou encore une boisson de soja, pourquoi pas, enrichie en calcium, mais c'est vrai que les grandes personnes ne sont pas non plus habituées avec ça. En tout cas, très souvent les yaourts, le fromage blanc ou le fromage passent. Donc on peut proposer d'autres préparations qui vont contenir justement du calcium, qui vont être en apport aussi en protéines et en eau qui vont être intéressants. Alors on a également la famille des produits sucrés qui est très très appréciée. Donc là je dirais que il n'y a pas de restriction non plus à avoir, hein. C'est garder le petit plaisir sucré au quotidien, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre alors? Féculents, les protéines, voilà, la famille essentielle, les protéines et les boissons, voilà, on va y arriver. La famille des protéines, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, les mollusques, les crustacés. Et puis la dernière famille, donc la famille des boissons. Donc très importante. Dans les protéines, si on a été végétarien, on n'a pas encore de personnes âgées qui ont été végétariennes, mais il y en a. On peut remplacer par quoi, ou est-ce que... Alors le végétarien normalement conserve les produits laitiers, parfois les œufs, parfois le poisson. Donc ça dépend. Le végétarien, lui, il a enlevé carrément tout ça, hein, toutes les protéines d'origine animale. Donc à ce moment-là, il faut avoir un apport suffisant en protéines d'origine végétale. Tout ce qui est légumineuse en particulier. Céréales, légumineuses, qui vont apporter un complément en protéines. Voilà, et en termes de boissons, de liquides, la boisson vraiment indispensable, c'est l'eau. Boisson de base, c'est l'eau. D'accord. Après, il y a d'autres boissons qui peuvent être intéressantes, comme les jus, qui vont effectivement apporter de l'eau et puis des vitamines, des minéraux à condition qu'ils soient frais, et des vrais jus, 100% pur jus ou des jus frais. On suit les conseils de Maurice. Voilà, tout à fait. On peut avoir aussi le thé, le café, les infusions, qui vont pouvoir justement permettre de boire de l'eau sans s'en rendre compte, avec un petit goût différent. Ça peut stimuler également le fait de boire. On va également avoir dans cette famille tous les bouillons de légumes, par exemple, les soupes, les veloutés, les potages, qui vont également permettre d'apporter de l'eau et puis des vitamines, des minéraux et des fibres à travers les légumes qu'ils vont contenir. On a également la famille, dans cette famille, les boissons alcoolisées. Oui. Donc là, attention. Je dirais à consommer effectivement avec modération. 1 ou 2 petits punchs par jour, c'est bon? Deux maximum. Avis aux amateurs, on en connaît. 2 grands maximum, parce qu'après on marche plus droit. Hein, donc après voilà. Mais enfin, on n'interdit pas l'alcool. Non, on n'interdit pas l'alcool non plus. Non. Je dirais que c'est l'âge de tous les plaisirs, donc on doit se faire plaisir avant toute chose. C'est la chose qu'il faut avant tout regarder. C'est le plaisir de manger, de boire effectivement au quotidien. Très bien. Si le plaisir n'est plus là, effectivement, il y a un risque d'anorexie très sévère après. Très bien. Alors, est-ce que je peux vous demander, on verra ça peut-être à la fin de l'émission, est-ce que si nos téléspectateurs veulent faire plaisir, alors parents, grands-parents, puis à eux-mêmes aussi, veulent respecter les règles de l'alimentation que vous avez énoncées,
et veulent bien manger, hein, joindre l'utile à l'agréable. Est-ce que vous aurez tout à l'heure une proposition ou une idée de recette Je vais y réfléchir pour la fin de l'émission. D'accord, très bien. On se retrouve à la fin de l'émission. Très bien. Alors, qui dit alimentation de la personne âgée, dit également, on voit que Maurice est un actif. Il prépare lui-même ses repas. Malheureusement, il arrive qu'à partir d'un certain moment dans sa vie, soit on n'ait plus l'envie, soit on n'ait plus la force, soit on ne soit plus en mesure de préparer soi-même ses repas. La solution du service de portage de repas à domicile est une solution qui est choisie par l'entourage, par la personne âgée elle-même lorsqu'elle le peut, qui peut pallier à l'âge, hein, et à l'envie à l'impossibilité de préparer soi-même ses repas. Nous avons suivi dans sa tournée Angélique, qui porte le repas à certaines personnes âgées dans la conurbation de Fort-de-France. C'est un petit reportage que nous avons réalisé, que je vous propose de regarder maintenant. Nous avons donc suivi Angélique qui portait un plateau repas donc à deux dames et un charmant monsieur à la fin avec qui je me suis entretenue sur un ton très gai. J'espère qu'il a mangé. Alors juste une réaction, le regard du médecin et le regard de la diététicienne avant de passer la parole à Madame Palsy-Pavadé sur le système de portage de repas. Alors on a parlé tout à l'heure de comment dirais-je, de donner l'envie de s'alimenter. Est-ce que vous pensez que la solution du portage de repas est une bonne solution? Je pense que la solution du portage de repas répond à une problématique qui est celle du sujet qui ne peut pas se faire de repas lui-même et dont la famille n'est pas en mesure, pour de multiples raisons, de lui apporter un repas. Donc pour ça, ça rend un vrai service.
aux sujets âgés qui sont dépendants sur la confection des repas. La réponse n'est malheureusement pas totale parce qu'on voit bien qu'Angélique repart. Oui. Et donc, forcément, elle présente le repas et puis elle s'en va. Néanmoins, je pense que c'est un début de réponse qui est, en tout cas, qui rend déjà de très grands services. Absolument. Et outre, effectivement, le repas en lui-même, c'est un moment de socialisation et de rendez-vous quotidien de la personne qui reçoit ainsi une visite et elle peut s'entretenir avec la personne qui lui apporte ce repas. Alors, Madame Pavadé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef du bureau maintien à domicile et services aux personnes âgées au Conseil général de la Martinique. Donc, écoutez, je vous laisse vous-même présenter quel est votre rôle au sein de ce service. D'accord. Donc, c'est un bureau qui, en général, en fait, gère les prestations, qui instruit aussi les demandes de portage de repas, de téléassistance et d'aide ménagère. Donc, comme aujourd'hui le sujet c'est l'alimentation, donc nous parlerons que du portage de repas. Donc, effectivement, donc, nous instruisons toutes les demandes, d'accord, qui émanent des personnes âgées, qui ont fait qui ont déposé un dossier auprès des centres communaux d'action sociale de la Martinique. D'accord, donc la première étape, c'est la personne âgée doit s'adresser à son centre communal d'action sociale, voilà, qui est par cet intermédiaire vous saisit de la demande. Donc c'est la personne âgée ou bien entendu son entourage. Tout à fait. Et nous, au sein du bureau, nous instruisons les demandes. Donc, il y a des commissions, administratives d'aide sociale et les décisions, en fait, nous émettons des avis. Ensuite, c'est la présidente du Conseil général qui notifie les décisions qui sont prises. Voilà. Très bien. Alors, vous intervenez à quel niveau ? Donc, à notre niveau, donc, comme je vous disais, nous instruisons les demandes, mais aussi nous habilitons les services prestataires. Donc, il y a des porteurs de projets qui souhaitent en tout cas amener en fait des repas au domicile des personnes âgées. Donc il y a certains critères, donc aussi au niveau de l'habilitation, mais aussi des bénéficiaires que nous accompagnons à domicile. D'accord. Donc après, toutes les personnes âgées effectivement ne seront pas forcément éligibles au portage de repas. Oui. Quels sont les critères justement qui permettent de bénéficier de ce service? Donc il y a les critères d'âge. Donc, il faut être âgé de 65 ans et plus ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail. D'accord, qui est attesté par un certificat médical. Donc, 65 ans. À partir de 65 ans, on peut déposer auprès de son centre communal d'action sociale une demande d'aide, de participation. Vous intervenez financièrement. Financièrement, tout à fait. D'accord. Et à partir de 60 ans, si vous avez une incapacité à travailler. Voilà. Très bien. Et donc, il y a aussi les critères d'isolement. Donc, il faut que la personne âgée soit isolée. Et nous avons les critères de ressources. Donc, il faut aussi que les ressources ne soient pas supérieures à 777,16 € mensuel. D'accord, voilà. Très bien. Pour une personne seule. Pour une personne seule, oui. Les paramètres sont multipliés s'il y a deux personnes. Si c'est un couple de personnes. Tout à fait. Alors, concernant votre critère d'isolation, il s'agit d'une isolation géographique ou comment vous l'appréciez, ce critère? Oui, donc des fois, c'est vrai que nous avons souvent fait ce type de questions. L'isolement, vous savez, on peut être seul en fait. Quelqu'un peut habiter très bien en plein centre-bourg et puis être isolé parce qu'elle n'a aucun lien avec son entourage. Donc, nous faisons très bien la différence entre la personne qui est isolée géographiquement, qui se situe, mettons, à la campagne, et la personne aussi qui peut être en plein centre-ville et qui est seule. Donc après, c'est vivre vraiment seul chez soi et ne pas avoir de famille, en tout cas à proximité. Parce qu'on peut être seul chez soi et avoir un enfant qui habite juste au-dessus, en dessous, juste à côté. Donc à ce moment, on n'est pas isolé. Mais la personne isolée, c'est vraiment la personne qui n'a pas forcément d'entourage et de voisins capables en fait d'accompagner à domicile les personnes âgées qui ont besoin de services. de portage de repas. D'accord. Et donc, alors, à part les individus eux-mêmes, vous intervenez également dans l'accréditation des structures de portage de repas. Tout à fait. Donc, nous,
Donc au sein du bureau, effectivement, donc nous accompagnons les porteurs de projets. Donc souvent, ils viennent avec l'idée, effectivement, de porter à domicile un repas, enfin des repas en fait aux personnes âgées et des personnes âgées. Donc nous les aidons à constituer un dossier. Donc après, il faut déposer un dossier, adresser un dossier à la présidente du conseil général, et ce dossier doit contenir en fait certaines obligations. Donc les obligations sont les critères en fait d'organisation, d'hygiène alimentaire. Donc quand je parle d'organisation, je dis bien c'est comment il va mettre en place en fait son service. Les ressources qui seront mobilisées, aussi bien les ressources humaines que matérielles, et aussi l'équipement. Donc l'équipement, c'est comment il va amener le repas à domicile. Et aussi les critères d'hygiène, donc dans quelle autre structure, parce que souvent les services de portage de repas ne confectionnent pas les repas, ils font appel à d'autres prestataires qui, eux, préparent en fait les repas, et ils achètent le repas et le délivre en fait aux personnes âgées. D'accord, très bien. Donc après, il faut qu'ils passent une convention avec des structures, bien sûr, qui ont une autorisation des services sanitaires. Absolument. Ouais. Donc, à partir du moment où vous constatez que tous ces critères, en termes d'hygiène, en termes de ressources humaines et matérielles, sont remplis, donc vous accréditez la structure. Voilà. Donc au-delà, puisque vous intervenez dans l'assistance du montage du dossier, et également dans l'accréditation. Est-ce qu'il y a un contrôle qui est effectué après, oui, dans le courant de l'activité de la structure? Oui, donc il y a des contrôles effectivement qui sont effectués. Donc soit ça peut être donc mensuellement, comme nous avons des relations avec les structures, donc qui interviennent, parce que nous effectivement vérifions si les repas sont bien desservis, sont bien livrés, que les personnes âgées ont bien en tout cas été servies tout au long des jours, parce qu'en fait nous avons effectivement un nombre de repas qui doit être délivré aux personnes âgées. Donc après nous vérifions qu'effectivement le nombre de repas en tout cas a été bien respecté, sauf si la personne hospitalisée ou qui peut être ailleurs, en fait, dans sa famille, etc. Donc à ce moment-là, la personne ne bénéficiera pas du portage de repas, mais nous vérifions mensuellement et aussi annuellement. En fait, nous avons comme des contacts avec les services prestataires. D'accord. Alors tout à l'heure, nous avons parlé du plaisir à s'alimenter. Est-ce que parmi les critères que vous avez, vous ne l'avez pas énoncé, mais est-ce qu'on peut envisager effectivement un contrôle sur l'apparence, ou en tout cas l'apparence des plateaux repas susceptibles de donner envie aux personnes de s'alimenter? Donc justement, ça tombe bien, parce que cette année en fait nous avons un projet, à partir du mois de septembre, donc un petit peu de vérifier le taux de satisfaction des bénéficiaires, parce que nous avons aussi effectivement beaucoup de contacts avec les services prestataires, mais la personne âgée est un peu plus loin. Et là, c'est vrai qu'on ne la voit pas. Mais cette année, c'est quand même un objectif que s'est fixé le bureau, c'est étudier en tout cas le taux de satisfaction afin d'améliorer en tout cas le portage de repas. Parce que c'est vrai que la volonté du conseil général, c'est d'améliorer les conditions de vie à domicile et de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile. Et si elles sont à domicile, il faut quand même qu'elles soient satisfaites, et même au niveau des repas qui sont servis. D'accord, très bien. Bon, nous notons qu'effectivement, c'est une démarche qualité qui sera entreprise et qui rentre en fait dans le cadre de la prévention des troubles de l'alimentation et donc de la dénutrition. Effectivement, il ne sert à rien d'apporter un plateau repas en ne sachant pas effectivement si le repas va être effectivement absorbé, si la personne âgée va s'alimenter correctement. Et nous souhaitons et nous demandons au service effectivement de ne pas le rôle n'est pas uniquement de délivrer, de porter le repas, mais vraiment de faire le lien social, et puis d'accompagner les personnes âgées. C'est vrai qu'il est aujourd'hui un peu difficile
parce qu'elles ont des fois énormément de personnes à servir. Donc, mais c'est vraiment le souhait, c'est que ça ne soit pas un rôle de service, mais vraiment de lien, d'accompagnement à domicile. D'accord, très bien. C'est sur cette conclusion et cet espoir que nous concluons cette émission. Donc, je vous remercie de nous avoir accompagnés. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de la page Facebook de Zouk TV et également de Mahogany. Nous nous retrouvons mardi prochain à 11h pour un nouveau numéro de Mahogany dans lequel nous parlerons d'accessibilité, de loisirs et de vacances pour les personnes âgées. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.